Toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne Penser et Agir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle interview. Je suis avec Antoine BM. Salut Antoine. Salut Mathieu. Alors Antoine BM, je vais vous donner la petite phrase marketing pour que vous restiez accrochés pendant toute cette interview. Tu as fait 58 000 euros en un mois, 58 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, c'est ça? Ouais, en octobre, c'est ça. Tu as commencé il y a combien de temps ton business sur Internet? Ça fait longtemps déjà. Ça fait 6 ans que j'ai lancé le truc, Ouais. ça fait 3 ans que j'en vis, et ça fait 2 ans que j'ai une boîte officiellement. D'accord, 2 ans. Avant, j'étais auto-entrepreneur, quoi. D'accord. Et ta boîte est domiciliée en France d'ailleurs. Ouais, tout à fait, à Paris. Aux Champs-Élysées. Avenue des Champs-Élysées, messieurs, dames, c'est très important. J'ai tous mes bureaux, évidemment, mes 200 mètres carrés de bureaux avenue des Champs-Élysées, toute l'équipe, 600 salariés. Ça, c'est une connerie, hein. Alors, c'est plutôt une boîte postale à 20 euros par mois, mais bon, c'est quand même classe, je trouve. Mais donc, on a quelqu'un qui a 24 ans, moi j'en ai 32, donc ça me fait mal, qui a fait donc 58 000 euros de chiffre d'affaires. Ta boîte est domiciliée en France, tu vis à Paris, donc on n'est pas dans un expatrié, même si tu l'as été, on va en reparler dans cette vidéo. J'ai voyagé pendant plusieurs mois. Voyagé, pardon. J'avais mon logement à Paris. Voilà. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On ne va pas parler de marketing en fait parce que mon discours toujours c'est que toutes les techniques marketing sont bonnes, que ce soit du dropshipping, de la vente de formation, etc. Mais c'est les valeurs et ce que veut incarner la personne qui compte réellement. Et ce qu'on va voir c'est quelles sont tes valeurs. On va remonter un peu ta vie, on va enquêter sur toi pour voir comment à 24 ans tu as réussi cet exploit, parce que c'est un exploit au sens où tout le monde ne fait pas ça, et donc arriver à générer jusqu'à 58 000 euros en 30 jours en octobre 2018, donc pour les gens qui regarderaient cette interview plus tard. Donc là, on est en novembre 2018. On va démarrer avec l'enfance. Sur Penser Agir, on parle du projet de vie. On sait tous qu'on a des rêves dans l'enfance, on veut faire quelque chose, et généralement, on n'a pas envie d'être banquier ou d'être comptable. C'est un peu l'exemple qu'on donne toujours pour les mauvais rêves. Quels étaient tes rêves à toi et quelles étaient tes valeurs après qui sont sorties de l'enfance? Je sais pas, moi quand j'étais enfant, c'est vrai qu'il y a un truc quand t'es enfant, on te dit tu feras ce que tu veux dans la vie, choisis, on te demande de choisir, on te dit qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce que tu voudrais faire, et tu vois, t'as des enfants qui sortent des trucs style astronaute. Bon, moi j'étais pas en mode astronaute non plus, j'étais pas ce genre d'enfant, mais j'étais plus en mode journaliste, médecin. Médecin ça a pas duré longtemps, mais ensuite c'était journaliste. Et après je me suis accroché à ce truc-là journaliste parce que il y avait ce côté, moi je voyais Tintin, tu vois, je voyais grand reporter qui se balade dans les pays en guerre avec son calepin pour prendre des notes et qui se fait attaquer par Astapopoulos. Oh les conneries de Un enfant, merde. quoi. Ouais, c'est ça, un enfant. Et ensuite, j'étais un peu rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que j'ai fait 2 stages, tu sais, les fameux stages de 4e et de 5e ou je sais pas quoi, dans des rédactions de journaux, à Télérama, au journal du dimanche. Je me suis rendu compte que la moitié des mecs étaient dépressifs parce qu'ils se faisaient tous virer un par un parce qu'ils étaient tous en faillite, que c'était pas si drôle que ça, et surtout qu'ils n'avaient pas de liberté. Et moi, ce que je faisais quand j'étais gamin, et c'est la raison pour laquelle je voulais être journaliste, c'est que je faisais des journaux, mais des journaux vraiment genre le petit papier, tu vois, que je faisais à la main pour ma famille. Je faisais ça aussi. Ah ouais, t'as fait ça? Bah putain, mec, je connais pas beaucoup de gens qui ont fait ça, mais souvent ces gens-là ont fini par créer du contenu à un moment ou à un autre. Parce que c'est un truc, t'es obsessionnel par ça, t'as envie de communiquer. C'est incroyable. Et genre, je l'ai fait, et tu vois, mes parents étaient séparés, je l'ai fait chez mon père, je l'ai fait chez ma mère, je l'ai fait à l'école, j'ai vraiment fait vraiment dans tous les endroits où je pouvais le faire. Je sortais un petit journal hebdomadaire. Et je me voyais en fait faire ça, mais moi ce que j'aimais c'était pas écrire un article et le soumettre à quelqu'un. Ce que je voulais moi c'était contrôler tout, de la typographie du titre, au sujet du truc, au sens de l'humour, à tout ça. J'aimais bien mettre des trucs un peu piquants, essayer de choquer un peu, c'est ça qui m'amusait. Et en fait ça j'ai pas du tout retrouvé dans les stages que j'ai pu faire en journaliste, et je me suis dit en fait la seule façon de pouvoir faire ce que je veux c'est d'être entrepreneur, c'est d'être à mon compte. Et c'est à ce moment là que j'ai voulu être entrepreneur. D'accord. Quand tu dis que tu as fait des stages de journaliste, c'était à quel âge? C'était, tu vois, 5e, 3e, donc j'étais au milieu, je sais pas, je devais avoir entre 14 et 16 ans, quoi. D'accord, donc tu as ce rêve d'enfant qui est, alors on va dire journaliste, mais plus la valeur créativité et liberté qui se mélange un peu, si je comprends bien. Ouais. Et donc au collège, première confrontation à la réalité. Ouais. Et ensuite, j'ai enquêté un peu sur toi, sur Internet, sur ton histoire, et j'ai vu... J'espère que t'as pas vu les photos compromettantes, parce que sinon ma carrière est foutue, quoi. Non, j'ai pas vu. Bon, sauf celle avec la naine, mais bon. Et donc, j'ai vu que tu avais aussi au lycée eu une histoire où tu te disais c'est vraiment pas pour moi, et ensuite en école de commerce où tu te dis c'est encore moins pour moi. Ouais, Comment ça se passe quand on se confronte à la réalité, qu'on se rend compte que le moule sociétal, en tout cas l'entonnoir sociétal, est pas fait pour nous, et du coup, comment t'annonces ça à tes proches? De dire en fait maman, papa, je vais pas faire mon école de commerce où il y a un truc chelou quoi. Je pense que la meilleure façon de savoir ce que tu veux faire, c'est de savoir ce que tu veux pas faire. Et la meilleure façon de savoir ce que tu veux pas faire, c'est de le faire. Et Alors attention là, ça, faut noter là, faut que je répète. c'est profond. Ouais. Non, j'étais tombé sur une interview de Casey Neistat, c'est un vlogueur américain qui a explosé sur YouTube en quelques années.
Et on lui posait justement la question, comment tu as su ce que tu voulais faire dans la vie? Et il expliquait, j'ai su ce que je voulais faire dans la vie en travaillant dans un horrible restaurant de fruits de mer en tant que laveur de vaisselle. Casey Neistat, ça. Casey Neistat, ouais. Ok. Au début, quand il arrive à New York, il n'avait pas d'argent, il avait une gamine à nourrir. Bon, vraiment, il a fait un truc qu'il détestait. Et il a dit, j'ai tellement haï ce boulot-là que ça m'a donné l'énergie et la force de faire mon truc. Et moi, je crois que j'ai eu cette chance-là, et je pense qu'il faut saisir cette chance-là. Quand on te propose un stage pourri, prends-le. Parce que D'accord. si c'est bien, bah, tu risques d'être confortable dedans, et après, si tu veux un peu partir, mais que tu n'en as pas suffisamment envie, tu vas être le cul entre deux chaises pendant 20 ans. Alors que si tu as eu une seule expérience de salariat et que c'était bien pourri, tu sais que tu veux plus faire ça. Alors moi, j'en ai eu d'autres qui étaient moins pourris que ça, mais j'en ai eu une, notamment, dont je parle tout le temps, qui était, bon, c'est dans mon storytelling, hein, mais c'était chez un vendeur de piscine sur internet. C'était une petite boîte. Je me suis dit, ça va être cool, c'est une petite boîte, on va pas être nombreux et tout. En fait, il y avait un patron, un manager et 15 stagiaires, toutes des filles en plus, tu vois, donc un environnement un peu dur de. C'est pas mal, non? Dans une boîte Ouais, de enfin piscine, bon, tu vois, il y avait une ambiance qui était particulière, machin. Moi, ça m'a vite gavé quand même. Et j'étais au support client toute la journée avec des clients qui me hurlaient dessus. C'était chiant, c'était vraiment chiant. Et puis, tu vois, il y avait une super mauvaise ambiance entre les patrons, machin, de flicage constant. Et à un moment, je me suis dit, ok, je veux pas faire ça. Surtout qu'au même moment, j'étais en train de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. de Tim Ferriss. Ouais, C'est un bouquin très connu de développement personnel. je pense qu'ils connaissent tous, c'est un truc, c'est un basique quoi. Et à l'époque, tu vois, c'était encore un peu récent et tout, et ça faisait vraiment écho. Je me suis dit, putain, si ce mec-là l'a fait, d'autres gens peuvent le faire. J'étais inspiré par d'autres gens sur le web, je me suis dit, pareil, si eux peuvent le faire, moi je peux le faire. Je me suis juré que je ferais ça, et je me suis juré que je finirais pas salarié. Non pas que ce soit quelque chose d'horrible, mais juste ça me convient pas à moi. Ouais. Et ensuite, j'ai trouvé après la force de faire mon truc quand j'ai arrêté mes études et quand j'ai fait une année de césure pour le faire. Et ça a été là que j'ai vraiment pu le faire, que j'ai pu le faire à fond, que j'ai pu le faire à temps plein. Ça a été quand j'ai arrêté mes études. J'ai une question avant de passer à la suite de l'interview. Tu dis il faut avoir une expérience pourrie, en Ouais. tout cas qui te fait bien toucher le fond et bien te rendre compte que c'est Ah ouais, nul grave, pour ouais, toi, ouais. pour réussir à raccrocher son rêve ou du moins être sûr enfin, rendre la réussite inévitable, on va dire, ou quelque chose un peu, ces expressions à l'américaine. J'ai vécu la même chose quand j'étais ingénieur chez Thales Ouais. et quand j'ai été directeur marketing dans une boîte qui s'appelle 1 minute 30. Donc j'ai eu 2 expériences de salarié. Et c'est tellement profond chez moi que ça m'a déclenché des hernies discales, Ah ouais, bah, ça m'étonne des pas prises du de tout. 15 kilos, etc. Enfin, vraiment des gros trucs. Donc, je me reconnais vraiment dans ton expérience. Et la question que je te pose, Mais c'est. juste, pardon, les mecs qui aiment pas leur boulot sont toujours en congé maladie. Et je pense que c'est pas seulement Moi, pour. j'étais pas en congé C'est maladie. qu'ils ont souvent des problèmes physiques. Et Ouais. je pense que Ah c'est oui, parce oui. que quand tu passes une journée à être dans le négatif, forcément ça se ressent dans ton corps. Enfin, je vois, c'est obligé quoi. Et moi aussi je l'ai vécu. J'avais des problèmes de dos aussi à l'époque. Donc Ouais, pareil. c'est incroyable. Et ma question, donc, j'ai toujours pas la réponse, c'est une réflexion que je me pose vis-à-vis de mon expérience. Et comme tu as vécu un peu la même chose, tu vas pouvoir apporter une réponse aussi. Est-ce qu'on est obligé de toucher le fond pour ensuite renaître un peu tel un phénix et réussir à un très haut niveau, que ce soit toi avec ce que tu fais aujourd'hui ou même Ouais. Penser Agir qui atteint des millions de personnes tous les mois aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé de toucher le fond d'après toi? Je sais pas, moi je pense qu'on est obligé de rien, qu'il y a des gens différents, qui ont des parcours différents. Moi ce que je vois quand même, c'est que dans mon activité, qui demande de prendre un certain nombre de risques, alors encore une fois, c'est des risques mesurés. C'est pas comme il y a 50 ans où il fallait tout quitter, il fallait emprunter de l'argent à tous tes proches pour lancer ta boîte. Aujourd'hui, tu peux te lancer en créant une simple chaîne YouTube, enfin c'est simple, tu vois, tu prends pas des gros risques. Mais c'est un risque qui fait peur à beaucoup de gens, surtout que beaucoup de gens grandissent, et j'en ai fait partie dans un environnement qui est très protégé. Et donc tout paraît, tout fait peur, le moindre truc fait peur. Et je pense qu'il faut quand même un déclic, et beaucoup de gens qui se sont lancés, qui ont eu de vrais bons résultats, j'ai remarqué d'expérience, c'est souvent des gens qui ont eu ce déclic-là. Alors après, ce déclic-là, ça peut être, parfois c'est un truc positif, parfois c'est quelque chose de vraiment négatif, mais parfois c'est aussi, je sais pas, j'ai bossé par un gars qui va dire, j'ai bossé par exemple avec un entrepreneur, et c'était les meilleurs mois de ma vie, je me suis éclaté, ou alors j'ai trouvé une communauté, souvent des gens ils ont trouvé une communauté. Moi je suis pas très communautaire, tu vois, moi je bosse bien seul, je me débrouille bien seul, je suis assez individualiste, donc pour moi ça fonctionne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas se lancer seuls. Et notamment dans l'entrepreneuriat, parce que comme tu me disais tout à l'heure en off, on se sent vite seul quand on est passionné par des trucs, qu'on C'est n'est pas vrai. entouré par des gens qui sont dans le même mindset que nous. Et je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé une communauté d'entrepreneurs, qui se sont dit, ces gens-là, je les kiffe, ils pensent comme moi, c'est ma nouvelle famille, et là, ils sont dévoilés tout leur potentiel. Donc, encore une fois, je pense que ça dépend des gens, ça dépend de ton caractère. Moi, il a fallu ça, et probablement que si j'avais pas eu ça, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, j'en suis presque sûr, mais d'autres gens, ce serait autre chose. Ouais, en fait, je pose cette question parce que je pose la question à tous ceux que je rencontre qui ont une réussite assez élevée, on va dire, enfin que je trouve, que je perçois Ouais. comme élevée, en tout cas qui se démarquent de la masse.
Et j'ai pas encore trouvé d'exemple de personnes qui n'avaient pas touché le fond. Alors si t'en connais, du coup, c'est rassurant. Après, on va souvent exagérer un peu parce que ça fait toujours un bon storytelling, tu vois. Ouais. Quand tu racontes, bon bah moi tout va bien, j'ai eu une enfance dorée, je me suis éclaté, tout s'est toujours bien passé, et puis d'un coup j'ai trouvé cette opportunité, et comme je suis un talent incroyable naturellement, bah, je me suis débattu, puis ça a marché dès le début. Ouais, voilà, Tu c'est vois, vrai que c'est moins drôle. Ouais. ça fait rêver personne, quoi. Donc on en rajoute un petit peu, forcément. Moi ce stage il était peut-être pas si horrible que ça, Ouais. mais évidemment ta mémoire exagère toujours les choses. C'est-à-dire que les bons souvenirs, ils paraissent excellents dans ta mémoire, les mauvais souvenirs, ils paraissent terribles dans ta mémoire. La mémoire exagère, le storytelling finit par nous Storytelling, convaincre. c'est l'histoire marketing Ouais, autour de l'entrepreneur. ça finit par nous convaincre nous-mêmes, et au final on se dit mais ouais, c'est évidemment, rétrospectivement c'est facile d'avoir des convictions. En vrai il y a quand même beaucoup de hasard, de choses qu'on sait pas. Moi je peux pas être sûr que ce soit ça, tu vois. Ok. Mais je pense que ça joue. Super. Non mais super réponse. Hein. J'attendais pas de réponse particulière de toute façon, donc c'est parfait. Donc tu te rends compte qu'en tout cas il y a une dissonance cognitive, comme on dit en psychologie, entre ta vie rêvée et ce qui se passe au lycée, ce qui se passe dans ton école de commerce. Le lycée c'était dur, le collège ça va encore, mais le lycée ça devenait chiant. Ah, j'ai dit, ouais, lycée, école de commerce, je voulais Ouais. dire. À partir de là où tu te rends compte, en fait, c'est pas. Enfin, tu veux faire. Je sais pas, tu veux être entrepreneur, tu veux faire du commerce, puis tu te rends compte qu'on t'apprend pas à faire Complètement. de l'entrepreneuriat. Pour te donner une anecdote, on avait des cours de créativité en école de commerce. On était censé pendant ces cours-là trouver des bonnes idées d'entreprise, Ouais. créer une entreprise virtuelle. Et en fait, on a soumis plein de bonnes idées à la prof, et à chaque fois elle disait non, ça c'est nul, déjà fait, déjà fait, déjà fait. Elle considérait que parce que le concept avait déjà été trouvé avant, c'était forcément une mauvaise idée business. Et le seul truc où elle nous a dit c'est bon, c'est une bonne idée, vous devez lancer ça, c'était un salon de tatouage pour chiens. De tatouage, pourquoi pas, tu vois, je suis Oui. pas contre. Mais tu vois, c'est typiquement pour moi la mentalité école de commerce, c'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs Ouais. viennent t'apprendre à être Elle veut entrepreneur. trouver une nouvelle roue. Et au en lieu de fait, faire une ils roue ont, ouais, ils ont cette espèce d'imagination, de vision un peu enfantine de l'entrepreneur où on pense qu'il faut venir avec une idée miraculeuse et qu'il n'y a que ça qui va te faire réussir. Alors que souvent c'est faux, les premiers sont rarement ceux qui gagnent, ceux qui arrivent après, qui reprennent une bonne idée, qui ajoutent du pragmatisme, de la logique de marché, certains ingrédients, et c'est ces mecs-là qui réussissent le mieux. Tu vois. Amazon n'était pas la première boutique de e-commerce. Et Facebook Et, était. Enfin, il y a MySpace ouais, avant. surtout Amazon n'a pas eu l'idée excellente de créer du e-commerce. Je veux dire, ça existait déjà avant, Ouais. c'était pas une idée de fou non plus. C'est juste que voilà, au début ils ont commencé par vendre des bouquins, puis après autre chose, et puis ils ont pris des opportunités, puis voilà, et puis les mecs étaient intelligents et compétents. Mais c'est ça en fait, il faut partir. Moi je pense que le meilleur business que tu peux créer, c'est tu pars de quelque chose que tu connais bien, ton expertise, ton domaine, ta passion, ton hobby, et là-dessus tu construis quelque chose. Et tu mets ta personnalité. Moi les tatouages pour chiens, bon bah j'aime bien les chiens, mais c'est pas mon hobby, c'est pas ma passion, c'est pas mon expertise, et en plus je pense pas que ça marchera très bien. D'accord. Donc tu te rends compte que ça répond pas du tout à ton besoin et il y a beaucoup de personnes qui suivent Penser Agir et qui n'osent pas développer leur projet de vie ou leur passion parce que leurs proches leur disent que ça ne va pas fonctionner ou ne croient pas ou leur disent tout simplement non tu le fais pas, t'es trop jeune ou c'est n'importe quoi, t'es folle ou t'es fou. Comment tes proches réagissent quand tu dis je quitte mon école de commerce et je pars voyager autour du monde et qu'est-ce que tu leur réponds? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance avec mes D'accord. parents, c'est qu'ils m'ont toujours laissé beaucoup de liberté. Je peux vraiment leur rendre cet hommage-là parce que ça a été très très important pour moi, et c'est pour ça aujourd'hui je pense que je suis obsédé par cette liberté. Par la liberté, C'est ouais. parce que quand j'étais enfant on me laissait un peu faire ce que je voulais. On n'était pas surprotecteur voilà, je pouvais sortir quand je voulais, je pouvais rentrer tard, je pouvais passer la nuit ailleurs. Il y avait pas, bon, fallait que je prévienne quand même, mais tu vois, il n'y avait pas tout le temps quelqu'un chez moi. Bon, j'avais beaucoup de liberté, j'étais souvent seul, j'étais créatif, je pouvais faire mes trucs, je m'amusais, et j'ai voulu garder ça, et aujourd'hui je peux le vivre aussi dans mon métier. Évidemment, quand j'ai parlé à mes parents, parce qu'à l'époque c'était même pas, bon aujourd'hui c'est un peu plus complexe que ça, enfin non même pas, mais à l'époque c'était juste, je voulais juste être blogueur, tu vois. Ouais. Je disais pas à mes parents je veux monter un business, non, je leur disais je veux vivre de mon blog. Je veux gagner 1000 euros par mois avec mon blog, je serai heureux, et je vais aller vivre au soleil, et puis tu vois, un peu en mode hippie. Et forcément, bon, moi je viens d'une famille de médecins, une famille un peu carrée et tout, où les diplômes ça compte vachement, où la reconnaissance sociale ça compte, où il faut, tu vois, représenter quelque chose. Et on m'a pas mis la pression, parce que c'est pas le style de mes parents vraiment de mettre la pression, mais il y a eu une forme, pas de mépris, tu vois, mais un peu de ouais, c'est ça, vas-y, fais ton truc, puis après tu vas revenir au bercail, ce qui m'a peut-être aidé en fait, parce que du coup ça m'a donné la motivation, et moi ce que j'ai toujours cherché de la part de mes parents, c'est de la fierté. Je pense que comme n'importe quel petit garçon, t'as envie que tes parents soient fiers de toi, Bien sûr. et,
Et donc au début, du coup ça m'a motivé parce que je me suis dit, bon, ok, je fais un blog, bon pour eux ça sera jamais bien de faire un blog, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux essayer de gagner de l'argent, et puis là peut-être ça sera un peu mieux, et puis je peux essayer de construire un truc assez efficace, et puis construire une audience, et avoir des abonnés, et avoir un following, et essayer de dire des trucs intéressants. Et tu vois, et tout ça, ça s'est construit sur cette espèce d'envie quand même de faire quelque chose dont je suis fier, et de mes parents peuvent être fiers. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins cette pression-là, mais je l'avais beaucoup au début. Aujourd'hui c'est plus par rapport à mon lifestyle, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, j'ai pas envie d'avoir une grosse boîte, j'ai pas envie d'avoir des salariés, ma liberté passe avant, un peu comme toi. Ouais. Et donc voilà, mes parents m'ont pas mis de bâton dans les roues, mais ils m'ont pas encouragé non plus. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, fais ton truc, en attendant, bon bah voilà. Moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai été en école de commerce, donc voilà, j'aurais dit, voilà, je fais un truc de ma vie, vous inquiétez pas. J'ai bossé en école de commerce, j'ai pris un prêt pour payer l'école de commerce. Ensuite, au bout de 3 ans d'école de commerce, j'ai mis un peu d'argent de côté parce que j'avais travaillé en alternance pour un entrepreneur. J'ai dit à ma mère, parce que j'étais hébergé chez ma mère à cette époque-là, je lui ai dit, je vais faire une année de césure. C'est-à-dire que pendant un an, je vais pas aller à l'école. Et je vais voyager avec mon argent, donc je te demande rien. Et je vais essayer de lancer mon business. Si ça marche, le deal c'est que je continue. Si ça marche pas, je reviens dans mon école. Et à ce moment-là, j'ai bien senti que bon voilà, ma mère elle a toujours été de mon côté. Elle m'a dit bon bah vas-y, fais-le. Je suis parti en voyage, je suis parti au Sri Lanka. Et là, comme j'avais tellement pas envie de revenir la tête basse en me disant voilà j'ai échoué, je retourne à l'école, etc. Ça me faisait pas du tout envie. J'ai beaucoup bossé. J'ai fait des vidéos à l'époque tous les jours. Sur YouTube déjà? Ouais, sur YouTube. Ouais. J'ai fait des formations de manière très régulière. J'ai commencé à gagner de l'argent. Et là ensuite, je savais, à partir du moment où j'ai su, au bout de peut-être 6 mois, j'ai su que j'allais jamais retourner à l'école, que j'allais jamais Ouais. de redevenir salarié. Et là, j'ai commencé à m'amuser parce que c'était plus en mode pression de réussir, c'était en mode maintenant, ça va être que pour le kiff, tu vas donner des défis, tu vas t'amuser, tu vas viser les étoiles, voilà, tu vas faire ce que tu as envie de faire, quoi. Il y a je rebondis sur deux choses. La première chose, c'est tu dis au début, je voulais être blogueur, gagner 1000 euros, voyager comme un hippie. Ouais. Du coup, tu confirmes que tu n'avais pas le plan parfait que tout le monde espère, la stratégie parfaite, étape par étape pour atteindre le million Pas d'euros. du tout, non. C'est ça, tu es parti et c'est dans l'action finalement que tu as appris et sans avoir. Enfin, moi, je vois dans l'audience, les gens cherchent toujours la formule magique en 137 étapes et en 3 ans pour atteindre le million d'euros. Ouais, Et non. bon, t'as pas encore Moi, un j'y million crois pas d'euros, du mais tout à ça. finalement, Ouais. si tu l'auras un jour, si tu continues à grossir, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, à moins que tu souhaites arrêter. T'es parti avec une fibre en fait, Ouais. une valeur derrière, c'est ça? Oussama Hamar dit un truc que j'adore, tu sais, c'est Ouais. le gars qui tient un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, qui fait des Mhm. super conférences sur YouTube. Il disait le succès est toujours un accident. Et je crois, alors bon, il aime bien les phrases un peu choc comme ça, je pense que toujours, bon, c'est pas sûr, mais je pense qu'il y a une part de vrai. Je pense qu'il y a une part d'accident dans les trucs. Alors évidemment, après, quand tu te rends compte que ça marche, tu vas mettre en place des stratégies et tout. Mais le gars qui veut partir avec une formule magique, il y en a plein. Il y a des millions de bouquins qui sont vendus là-dessus. Il y a des millions d'euros, de dollars de formation qui sont vendus là-dessus. Il y a des millions de clients de ces trucs-là. Il n'y a pas des millions de millionnaires grâce à ça. Je crois que c'est 0,3 ou 4% Ouais, le taux de réussite. Le taux de réussite est faible avec les formules. Donc mieux vaut apprendre aux gens à trouver à trouver un truc qui les intéresse suffisamment pour qu'ils continuent. Mieux vaut donner des compétences aux gens, des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser sur le long terme, leur expliquer pourquoi, plutôt que simplement leur donner des petits schémas à recopier. Même si ça se vend mieux, hein. Moi je vends parfois des schémas à recopier. Et c'est vrai que ça peut aider, mais il faut déjà avoir commencé. C'est-à-dire que si t'as rien et que t'attends d'avoir le schéma, c'est comme le gars qui a jamais fait de vidéo YouTube et qui veut s'acheter un réflexe à 2000 balles en pensant qu'il a besoin de ça pour faire de bonnes vidéos. Ouais. Il va se l'installer, il va se mettre devant, puis il sera toujours aussi nul Là, qu'avant. on filme avec un téléphone. Ouais, il sera même encore plus stressé parce qu'il aura le gros matos et tout. Mieux vaut commencer par ce que tu as sous la main, ton téléphone, le micro de ton téléphone, et puis au bout d'un moment, quand tu commences à être à l'aise, et surtout quand tu commences à gagner de l'argent avec tes vidéos, là tu réinvestis, et là tu Ouais. te fais plaisir, parce Et que c'est encore, pas la... si justement, si ça te fait plaisir, parce que moi je pourrais réinvestir dans Ah du oui, matériel, bien sûr. mais comme j'aime pas Moi, ça, je me suis filmé je pendant fais ça. 2 ans à l'iPhone, j'avais un gros réflexe, je le laissais au père, ça me saoulait, mais ouais, c'est je chiant. savais pas comment l'utiliser. Bah, L'iPhone c'est très bien, tu te mets devant une fenêtre comme ça. Ouais, ouais. L'important c'est ce que tu dis quand tu fais ce genre de vidéo, c'est pas tant que ça c'est ça. l'image quoi. Ouais, sinon on aurait fait mieux. Deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, tu cites. La bonne excuse, tu sais. Ouais. Tu dis oui, la semaine de 4 heures. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer avec l'idée qu'ils vont travailler 4 heures par semaine. Ouais. Quand tu démarres ton blog, bon, tu commences à écrire des articles ou tu fais des vidéos sur YouTube, une vidéo par jour, etc. Tu travailles combien d'heures par semaine? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est pas du travail? Et combien de temps tu passes à développer ton projet? Et c'est quoi cette semaine de 4 heures? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Alors, le truc avec la semaine de 4 heures, c'est que théoriquement, c'est possible. Je l'ai vécu. Enfin, c'est vrai que je me suis amusé pour tester à faire des semaines où je travaillais peut-être pas 4 heures, mais une demi-journée par jour, par semaine. Je l'ai Mhm. fait. Et ça marche. Et je continue à faire des revenus. Mais en vrai, si tu es intéressé par ce que tu fais, si c'est ta passion,
si tu as envie de progresser, il te faudra plus de 4 heures, mais tu t'en rendras même pas compte. C'est-à-dire C'est que ça. en termes de moi, mon boulot, c'est de créer du contenu. En termes de création de contenu pur, je passe, à mon avis, pas plus de 4 heures. Peut-être quand je fais une formation, peut-être 6 heures par semaine dessus, pas plus. Et en fait, tout le reste du temps, je passe quand même beaucoup de temps à travailler, mais ce reste du temps-là, il est consacré à lire des bouquins sur mathématiques, à écouter ou à regarder des trucs sur mathématiques, à me former, déjà je me forme énormément, à mettre en place un système, à améliorer un peu mon site, à regarder mes conversions, à voir ce que je peux faire par-ci par-là, parce que ça m'amuse. Mais c'est possible. Mais si ton but c'est de le faire simplement pour travailler 4 heures par semaine, ça va être plus difficile parce que ça veut dire que tu n'en auras pas vraiment envie. Tu vois. Le gars qui en a vraiment envie, il se pose pas la question de travailler 4 heures par semaine. On a le même avis, c'est-à-dire que ouais, Ça lui vient même pas à l'idée, il se dit je vais le faire, c'est tout, et toute la nuit il le passe dessus, il est à fond, il a les yeux écarquillés. Quand tu es là en mode allez hop, allez vite, je boucle ça, c'est que ça t'intéresse moins. Quoi. ouais, la semaine de 4 heures, je la vois comme 4 heures de travail obligatoire. C'est-à-dire cette interview, Oui, c'est du exactement. travail, mais c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas obligatoire. Ouais. Pour toi, un peu plus parce que tu viens, mais encore, Non, voilà. bah, Mais je choisis, ça fait plaisir. voilà, en plus tu choisis, donc du coup, J'ai pas besoin non plus pour faire tourner oui, mon business. ouais, non, surtout pas avec l'audience sur YouTube que j'ai, c'est sûr que t'en as pas besoin vu que t'as plus de 100 000 abonnés toi. Ouais, moi je vois la semaine de 4 heures, c'est quand je veux faire ma compta ou des Ouais. trucs qu'il faut faire, des dossiers administratifs où là je travaille vraiment. Alors qu'à côté de ça, ça m'est arrivé de passer 12 heures de suite sans manger sur un système marketing à mettre en place et ouais, j'étais passionné. J'espère que les gens comprennent bien cette vision-là et arrêtent de vouloir moins travailler, mais plutôt plus travailler dans un truc qui leur plaît, tu vois. C'est un peu ça le Ouais. message que j'ai envie de donner. En fait, il faut que ce soit naturel. Si c'est pas naturel de travailler sur ton projet, c'est probablement que c'est pas le bon projet. Mm. Après, ça peut venir avec le temps, forcément, si tu t'intéresses, tu lis des bouquins, tu t'apprends des choses, tu dis tiens, j'ai envie de faire ça, ça peut venir avec le temps. Mais je veux dire, si t'as pas envie de le faire, c'est probablement que tu vas pas réussir. Quoi. Je connais peu de gens qui font des trucs à contre-cœur et qui y arrivent. J'en connais pas. Voilà. En effet. On va repartir un peu donc, dans le fil de l'interview. Tu as beaucoup voyagé. Tu as fait combien de pays en tout? Je À peu les ai pas, je les ai pas comptés, À une vache mais près. j'ai fait je sais pas, j'ai dû faire une quinzaine, peut-être une vingtaine de pays en 3 ans. J'ai fait pas mal de pays en Asie du Sud-Est. J'aime bien cet endroit. C'est le premier endroit où j'ai commencé à vivre de mon activité, donc il y a un attachement émotionnel. Mhm. J'ai fait l'Amérique du Nord. J'étais au Pérou aussi une fois. J'ai fait en Europe de l'Est. J'étais à pas mal d'endroits aussi. Voilà. Et c'est pas les voyages qu'on fait enfin, pour les gens qui regardent, le salarié qui part une semaine en Les vacances et qui vacances, doit revenir, tu vois, c'est des voyages où ouais. tu restes dans le pays, tu as le temps Moi, je sépare un peu voyage et vacances. Ça Ouais. m'arrive de faire des vacances en couple, machin, avec la valise, on se pose, on prend le soleil et tout, ça c'est cool. Je suis pas contre. Mais quand je pars tout seul, c'est des vrais voyages. Moi, j'ai une obsession, c'est de partir très léger. À chaque voyage où je pars, j'ai un sac plus léger que le voyage précédent. Ouais, j'ai vu que tu avais des sacs à dos, que tu avais changé 4 Ouais, ou 5 fois de sac à dos. exactement. Et à chaque fois, je fais chier tout le monde parce que je dis acheter sac, et 2 semaines plus tard, je dis acheter, non, c'est pas le bon, acheter un. Donc, du coup, j'arrête de dire aux gens d'acheter. Et en fait, ouais, à la base, j'étais parti pour mon premier voyage au Sri Lanka, j'étais parti avec le gros sac de randonnée de ma mère, de backpacker, un truc qui faisait 2 fois ma taille, enfin, c'est n'importe quoi. Ça m'a pourri mon premier mois de voyage. Ensuite, j'ai refilé à un pote qui était en Thaïlande et je suis reparti avec un petit sac cabine, donc qui D'accord. rentre en cabine. C'était tellement plus agréable. Après, quand je suis reparti en voyage, je me suis trouvé un sac encore plus petit qu'un sac cabine. Et c'était encore mieux. Ensuite, un sac encore plus petit, c'est-à-dire vraiment un petit sac à dos de ville que tu peux garder tout le temps. Et là, mon objectif pour mon prochain voyage, alors mon objectif à terme, une fois, je voudrais au moins le faire une fois, c'est partir sans sac du tout, avoir un truc dans Tu tes as une poches. brosse à dents dans tes poches. Exactement. Ou Ouais, même pas, tu te brosses la tête avec le doigt, je sais rien. ouais, Je sais ouais, pas tu peux te comment on peut démerder. faire. Il y a des solutions, je me suis renseigné, il y a des solutions. Tu mets deux slips les uns sur les autres, enfin, c'est Des possible. slips. Des caleçons, enfin, de toutes les uns sur les autres, quoi. D'accord, oui, pas pour se brosser les dents. Non, non, on mélange pas tout. Pour hein. changer, d'accord. Après, si t'es un bon avec les trucs, tu peux essayer de réutiliser. Mais bon. Non, non, ouais, D'accord. tu peux te débrouiller comme ça. Ça, je ferai une fois, mais c'est quand même assez inconfortable pour voyager, on va pas se mentir. Moi, mon objectif pour mon prochain voyage, c'est de partir avec un sac que vraiment je garde toute la journée sur mon dos, où j'ai Ouais. même pas besoin de repasser à l'hôtel pour poser des affaires. C'est-à-dire, je mets un iPad dedans, c'est tout ce que j'ai pour travailler. J'ai deux changes, enfin un change, tu vois. Donc ce que j'ai sur moi plus un truc dans mon sac. Ouais. Tous les soirs, je lave ce que j'ai sur moi, je fais sécher ce que j'ai dans mon sac, etc., etc. Et l'objectif, l'objectif, c'est vraiment de partir avec un sac qui est tellement léger que tu as juste l'impression d'aller acheter le pain en bas de chez toi. Alors je vois deux choses dans ce que tu dis, encore cette valeur liberté qui ressort, c'est-à-dire j'ai pas envie de repasser à l'hôtel, j'ai pas envie de machin, je veux que tout soit sur moi et que je le gère. Donc cette valeur liberté, et il y a cette valeur d'optimisation Ouais, constante. ça, c'est marrant ça. Et du coup ma question un peu psychologique ou philosophique, je sais pas, est-ce que tu serais pas un éternel insatisfait? Ou est-ce que tu arrives à te satisfaire de ce que Alors tu moi, fais? moi, je le vois pas comme ça parce que je suis très heureux au quotidien. Je Ouais. me vois comme un optimisateur. C'est-à-dire que j'ai comme hobby d'optimiser. Que ce soit ton business, que ce soit tes revenus,
que ce soit ce que tu emportes en voyage, que ce soit je sais pas, ton couple, tes amis, tes relations, tes trucs. C'est un hobby, c'est-à-dire que je suis pas insatisfait avec ce que j'ai aujourd'hui. Je considère que j'ai une vie fantastique, Ouais. extraordinaire. Je pense que j'échangerai ma vie contre celle de personne. Et je n'envie personne aussi, ça c'est un truc. Enfin, ça m'arrive sur un truc, je suis comme tout le monde. Mais j'ai pas un modèle où je me dis, putain, si seulement j'étais comme lui, je suis très heureux comme je suis. Et j'ai comme hobby l'optimisation. Et je pense que c'est un peu pareil pour toi. Oui, on en a J'ai pas discuté. l'impression que tu sois insatisfait dans ta vie. Ah non, non, Tu me disais, tu me montrais ta terrasse en me disant, enfin, c'est pas une terrasse, mais c'est c'est une un immense. toit de 800 Faut mètres le carrés, voir, hein. un toit de 800 mètres carrés devant où tu peux te reposer l'été, c'est le meilleur endroit du monde. Enfin, tu vois, t'es bien ici, t'as pas besoin Ouais, ouais. d'aller en Thaïlande pour être heureux, quoi. Ouais, puis je te parlais de mes processus que j'ai quand je me lève, où je dis un Ouais, c'est mot-clé et ça, ça ouais. ouvre tout Mais mon on te appart voit, en domotique. on voit Ouais. bien que tu fais ça pour le loisir. Ouais, ouais. Personne t'oblige à le faire et tu fais ça un loisir. Je creusais chez toi pour l'instant. Pourquoi le voyage et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors moi, le voyage en tant que voyage, en solitaire, etc., pour moi, c'est l'incarnation la plus pure du sentiment de liberté. Donc, toujours la Euh, liberté, quoi. Pour moi, la liberté, c'est un sentiment. Je pense qu'un type qui est en prison peut se sentir plus libre que le salarié moyen. Ça peut arriver, pas tout le temps, mais ça peut arriver. C'est dans la tête et c'est pas vraiment matériel. Et moi, en tout cas, personnellement, la façon dont je vis le plus intensément ce sentiment de liberté, c'est quand je voyage seul, c'est quand je suis tout seul à l'autre bout du monde, entre deux villes que personne connaît, dans un bus entre je sais pas quel endroit et je sais pas quel endroit, avec ma musique dans les oreilles, à regarder le paysage défiler et à me dire j'ai vraiment une vie de fou, je suis vraiment heureux comme ça. Je planifie rien aussi, ça c'est super important dans mes voyages en solitaire, c'est que Ouais, j'achète un billet aller, jamais de billet retour, je prends ma première nuit d'hôtel, jamais de deuxième, d'accord. je fais tout au dernier moment. Et en fait, c'est possible. Beaucoup de gens pensent que c'est pas possible, ou alors se disent ouais, mais ça va être compliqué, c'est plus cher. Pas forcément. Si tu te débrouilles bien, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus compliqué. Si tu pars en plus hors vacances scolaires, tu as toujours des hôtels où il y a de la place. Alors forcément, parfois, bon bah voilà, ça demande, parfois l'hôtel il est plein le lendemain et tu es obligé de partir. Mais par rapport à ce petit nombre de désagréments, le sentiment de plaisir, de liberté. Moi, j'ai vu des gens quand même qui étaient dans un endroit qu'ils aimaient pas. Ils étaient en voyage, en vacances, tu vois. Ils étaient dans un endroit qu'ils aimaient pas. Les Club Med, C'était hein. pourri. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y avait des cafards dans le. Ah oui, super. Non, non, vraiment dans un endroit Ouais, pourri, tu vois. ouais. Un endroit où tu te barres, quoi. Sauf que les mecs, pour économiser, ils avaient réservé pendant un mois. Et en même temps, je peux comprendre, tu vois. Bon, si t'as des petits moyens, c'est comme ça que tu fais. Mais moi, je préfère mille fois aller dans une auberge jeunesse, vraiment un truc à 5 euros la nuit, mais pouvoir partir le lendemain et pas être obligé de rester. Parce que c'est quoi l'intérêt de voyager si tu prends pas de plaisir ou si tu es obligé de rester, ou comme si, comme un quart de japonais, tu es obligé de voir 50 000 trucs en une journée. Ah oui, Moi j'aime bien, j'ai pas envie de vivre mon voyage comme une expérience exceptionnelle, j'ai envie d'apprendre à vivre en voyageant. C'est-à-dire que j'exporte mon mode de vie en voyage, mais je me mets aucune pression. Si j'ai envie de passer la journée à l'hôtel, je passe la journée à l'hôtel. Si j'ai envie de me balader, je me balade. Je travaille, je rencontre des gens un petit peu si j'ai envie de le faire. Aucune pression, aucune contrainte. Et c'est peut-être ça aussi le vrai bonheur, c'est que tu t'éloignes un peu, parce que moi, pareil, bon, j'ai des animaux, j'ai la bagnole, les trucs, j'ai un petit peu de responsabilité, tu vois. Et donc forcément, il y a toujours des problèmes à résoudre. Quand tu es là-bas, personne t'embête, personne t'appelle parce que ça coûte cher. C'est la liberté totale, personne te fait chier, mec. ouais. C'est le plaisir. Alors, pas toute l'année, il y a un moment, tu t'ennuies. Mais 3 semaines, un mois, une fois de temps en temps, moi je fais au moins ça 4-5 fois 3-4 fois par an. Donc tu pars, on va dire, 5 mois dans l'année, un Ouais, truc comme chaque ça? trimestre peut-être, chaque Ouais. trimestre. Et ben j'adore ça, c'est génial. C'est une réponse très intéressante que moi, j'aurais jamais imaginé. Moi qui suis pas un grand voyageur, je Ouais, pars plutôt 2 semaines, 3 semaines des ouais, fois, mais pas beaucoup. Enfin, pas autant que toi. Et je m'attendais à ce que tu me répondes le truc classique. Oui, il y a les rencontres, des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, des nouveaux machins. Ça veut pas dire que tu ouais. le vois pas, mais ce que tu as dit, ce que je trouve assez magique, c'est ça me permet d'incarner encore plus la valeur Ouais, liberté finalement et de vivre seul et libre. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beau quoi. En fait, enfin, ta vie est dirigée Bon, par. faut être un peu spécial, hein. Il y a plein de gens qui supportent pas de Non. voyager seul, j'en connais, hein, donc, Oui, mais parce qu'ils n'ont pas la valeur liberté. Ils ont peut-être une autre tu valeur. peux avoir la liberté, mais aimer vraiment la compagnie des autres. Moi, ça me pose pas de problème de passer 3 jours sans parler à personne. Il y a un moment, j'en ai envie que je suis comme tout le monde, mais même si je passe 80% de ma journée tout seul, ça me va. Moi, je suis bien, j'ai mes bouquins, j'ai mes papiers, je suis heureux, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent pas passer une minute seul, et c'est ok. Dans ce cas, ils ont besoin d'un autre mode de travail. Tu peux trouver un coéquipier qui a la même passion que toi, mais moi, c'est mon truc. Et c'est vrai que je m'en fous un peu de la culture locale, genre tu vois, genre les temples par exemple, tu les as tous fait, hein. C'est comme les églises. D'accord, Je suis pas du tout du genre, tu vois, les temples vraiment ce genre de truc, c'est bon. Quand on a vu un, ouah, c'est beau, c'est doré, bon, c'est bon, t'as vite fait le tour quand même. Moi, je suis pas fasciné par ça. Je fais pas un million de rencontres non plus. Il y a des journées où je passe tout seul, ça me dérange pas du tout. Moi, c'est plus le fait d'être tout seul dans un endroit inconnu et d'être étranger. J'adore être étranger.
D'accord. Bon après, c'est sûr que c'est plus facile d'être étranger français parce que tout le monde adore les Français. Il y a Ouais. une vraie injustice là-dessus, mais c'est comme ça. Moi, j'adore être un étranger dans ce cas-là parce que les gens te foutent la paix. Tu peux être en train de te balader dans la rue, te filmer avec ta caméra. Les gens se disent ah c'est normal, c'est un gringo, ils font tout ça dans son pays. Tu vois, ça c'est cool. Tu vois, alors qu'à Paris, genre, en plus ils comprennent ce que tu dis. Moi, j'aime bien quand on comprend pas ce que tu dis. D'accord. J'aime bien être un étranger parce que tout le monde vit sa vie rapidement et tout. Puis toi, t'es là, tu te balades, t'es un peu paumé, tu sais pas où tu vas. Moi, C'est cool quand même. je vois très bien ce que tu dis. Personne te juge, personne te regarde. J'ai pas ce problème à Paris de me sentir jugé ou regardé, même si c'est le cas, À Paris, je m'en non, fous tu sais, totalement. à Paris ça va. Mais alors moi j'ai découvert un truc, cosmopolite, c'est ça. que je sais pas, t'es né à Paris, t'as grandi à Paris. Non, à Nantes. À Nantes, bon, c'est quand même une grande ville en ville. Ouais, Bon. en Place Royale, en plein centre. Ouais, bon, bah c'est quand même une grande ville. Moi j'ai remarqué ça, c'est un truc que je connaissais pas parce que je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. C'est que beaucoup de gens de la province, quand ils arrivent à Paris, la première chose qu'ils te disent c'est génial parce que ici personne me connaît Ah, mais c'était pareil pour moi quand je suis. Oui, bah, pareil. et parce que je peux être qui je veux. Je peux me balader. En plus à Paris, c'est là où il y a le plus de gens un peu excentriques et tout. Je peux me teindre les cheveux en rose, personne va me regarder. Ouais, je comprends ce que tu veux Alors dire. que dans ton petit bled, tu vois, dans ton petit patelin, tout le monde se connaît, tout le monde est le cousin de quelqu'un, t'as ton passé qui reste accroché à toi comme un boulet pendant des années. Et en fait, je comprends très très bien ces gens de province qui arrivent à Paris et qui ressentent ça. Moi-même, je le ressens en étant à Paris, tu vois. Ouais. Genre à Paris, je me sens un petit peu, je me dis, ah, je pourrais croiser quelqu'un que c'est quand j'étais jeune, ça me fait chier, tu vois. J'aimerais bien juste être tranquille. Et en voyage, je me dis pas ça. Je me dis, personne me connaît, je suis tranquille. En plus, comme à Paris, il y a des gens qui me reconnaissent généralement dans la rue via ce que je fais, via mes vidéos. Ouais. Je me dis, ouais, faut que personne, que je fasse un peu gaffe. Je suis pas, tu vois, si je suis complètement bourré. Et des trucs, bah à l'étranger, tu dis, personne me reconnaîtra. Je suis un anonyme ici, quoi. D'accord. Et ça, c'est sympa quand même. Moi, j'aime bien ce côté-là. Ok, très intéressant, vraiment super intéressant. Du coup, tu as été ce qu'on appelle un digital nomade, c'est-à-dire un mec Ouais. qui développe sa boîte, sa société, Ouais. qui travaille avec juste un smartphone ou un ordinateur, on va dire un ordinateur quand même. Et quoique, il y en a qui font juste avec un iPad. C'est ce que tu fais d'ailleurs, je crois que tu as juste un En iPad ce moment, Pro, je c'est travaille ça? à 100% sur l'iPad Pro. Ouais, le nouveau, j'ai craqué, il était beau, j'ai acheté. Juste à- J'en ai pris 3 pour toute ma famille. Trois, Ouais, déjà? ouais, grave, ouais, D'accord. non, j'ai craqué, j'ai fait un énorme craquage. Énorme craquage. Donc du coup, juste une petite tablette. Et il y a beaucoup de gens en ce moment, par mode ou par mimétisme, qui se disent être digital nomade, Ouais. parcourir le monde, travailler, vivre sa passion, c'est génial, je veux le faire, sans se poser la question s'ils veulent vraiment Il le faut faire. tester d'abord quand même. Voilà, il faut tester. Et quels sont, selon toi, qui l'a vraiment fait, les avantages et les inconvénients d'être digital nomade? Mais c'est marrant parce que moi j'en connais pas mal, tu vois, j'ai pas mal de potes qui sont comme ça, qui sont digital nomades. Et en fait, t'es rarement digital nomade pour la vie. La plupart des gens qui sont digital nomades, il leur reste 1 an, 2 ans maximum, 3 ans si vraiment ils sont chauds, ils aiment bien le voyage. Mais au bout de 2 3 ans, ils se posent, ils se trouvent un endroit et ils sont plus du tout nomades en fait. Ils sont toujours digital. Souvent ils sont digital expatriés, souvent ils se posent dans des îles sud-est, dans un endroit où la vie est belle, où, tu vois, où il fait chaud, où c'est sympa, où ils trouvent une meuf, etc. Mais ils sont plus nomades. Bah, et je pense que quand même, tu vois, il y a ce truc de. On aime bien quand même en tant qu'être humain, on n'est pas vraiment des nomades. Je pense qu'on est des sédentaires, on a besoin Ouais. de se trouver un foyer. Le mot foyer est important, tu vois, un endroit qui nous appartient, qu'on peut construire, qu'on peut décorer, tu vois. Moi, j'ai assez vite senti ce besoin-là. Et en fait, moi, ce que j'aime énormément, c'est que j'ai aussi l'envie de liberté. Tu vas me dire, ça va être, tu vois, c'est pas du tout compatible avec ce que tu me disais tout à l'heure sur le voyage. Et en fait, moi, la solution que j'ai trouvée et qui me convient Tu fais parfaitement, des bons. ouais, c'est Ouais. ça, c'est les bons, c'est l'alternance. C'est-à-dire que si t'aimes à la fois les voyages et si t'aimes en même temps construire ton foyer, bah, tu construis, tu fais comme un oiseau. Tu construis ton nid, mais tu restes pas toute la journée. Tu vas chercher des brindilles, tu ramènes de la bouffe, machin, mais en même temps tu construis ton nid. Et ben ça pour moi c'est le plaisir, c'est l'alternance entre les deux. Et en fait beaucoup de gens se disent ah faut que je choisisse, est-ce que je veux être digital nomade et voyager à plein temps comme s'il y avait une sorte de pression, t'es obligé. Ouais. Et moi j'ai eu cette pression là au début donc je sais parce qu'en plus je communiquais là-dessus. Et en face l'instinct de te dire ouais mais quand même c'est pas si mal en fait la vie du Parisien machin qui s'installe, qui achète sa bagnole. On dépeint une vie comme si c'était pourri mais ce qui est pourri c'est quand on l'a pas choisi. Mais quand tu as choisi cette vie-là et que ça te convient et que tu es heureux tous les matins de dire bonjour à ta boulangère, et ben la routine ça peut être super. Donc faut pas rentrer dans ces espèces, il y a des dogmes de chaque côté. D'un côté il y a le dogme du salarié, on dit il faut absolument faire ça, machin, rentrer dans les cases, dans les normes et tout, qui est une connerie. Enfin ça peut marcher pour certaines personnes, mais ça devrait pas être un dogme. Et de l'autre côté, t'as le dogme du youtubeur qui se balade à Chiang Mai avec sa petite caméra, dont j'ai fait partie, et qui va dire ouais, non, faut absolument que tu fasses ça, quitte ce Ouais. monde de merde, tu vas voir le vrai bonheur, la vraie liberté, elle est ici. Bullshit total. La moitié des mecs qui sont là-bas, ils sont soit dépressifs, soit alcooliques. Enfin, j'en ai rencontré plein. C'est pas forcément le bonheur, tu vois. D'accord. Et c'est normal parce que bon, t'étais loin de chez toi, de tes racines, tu rencontres d'autres gens. Là-bas, les expats, ils boivent beaucoup parce que le seul endroit de sociabilité, c'est les bars. Et c'est vrai que
voilà, c'est pas forcément le bonheur. Donc moi j'en connais plein qui sont là-bas, qui sont pas plus heureux que moi. Donc le truc c'est de trouver ton équilibre à toi. Et ton équilibre, ça peut très bien, faut pas mettre la pression aux gens, ça peut très bien être ta vie de salarié normal dans la routine avec sa petite femme et son chien et sa voiture. Pourquoi pas? Finalement, la liberté, c'est de choisir sa routine. Ouais, complètement. C'est aussi, ouais, c'est ça, c'est de choisir en fait. De pas se dire, moi ce qui m'aurait fait chier, parce qu'aujourd'hui je vais à Paris. Je suis né à Paris, je vis à Paris. Ce qui m'aurait fait chier, c'est de me dire, je vis à Paris parce que je n'ai pas la possibilité de partir, parce que j'ai mon métier qui me bloque, et du coup je suis jamais parti, je sais pas comment c'est ailleurs, mais je suis parti. J'ai vu comment c'était ailleurs, je suis revenu à Paris, je me suis installé dans un quartier que j'adore, et je me pose plus cette question-là. Et je pense que c'est ça juste la clé, tu vois, c'est de se dire, ouais, c'est tester les trucs. Moi je pense qu'il faut tester Digital Nomad, parce que c'est un mode de vie qui a tellement rien à voir, il faut le tester, ça peut être vraiment cool, et puis au bout d'un moment trouver son équilibre sans trop se mettre la pression à cause des gens autour de nous. Mais c'est pareil avec la course à celui qui aura la plus belle voiture, c'est la même chose, tu vois. Au bout d'un moment, la plus belle voiture, c'est ta voiture préférée. Mais c'est difficile de pas tenir compte du jugement des autres, de pas tenir compte de la vision des C'est autres. vrai, hein. Bah, tout ça, c'est pareil. Pour les digital nomades, c'est pareil. On veut être le mec cool de la famille qui se balade et rendre jaloux tous les autres. Ouais, mais si toi, ça te rend pas heureux, ça sert à rien. Je suis totalement d'accord sur j'ai la liberté en valeur forte, hein. Je parle pas beaucoup parce Ouais. que c'est toi qui es Non, non, interviewé. pardon, je parle Ah aussi. non, je veux surtout pas. Non, non, au contraire, c'est moi qui m'interdis. Juste une petite définition que j'en suis arrivé sur la liberté qui m'a pris 10 ans peut-être. Ouais, C'est qu'en fait la liberté c'était avoir le choix. ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Ouais, quand même. tu as le choix de faire quelque chose, en fait tu le fais plus. Enfin, parce que c'est juste que t'as pas d'obligation à rester. Et Ouais. en fait, tu choisis de rester finalement parce que tu as la liberté de partir. Ouais. C'est un peu ce que j'ai. Et c'est très bizarre. Je sais pas si ça t'a fait ça, quand Si, tu te si, rends ouais. compte qu'en fait, tout ce que tu as espéré ailleurs, en fait, une fois que tu n'avais plus la pression pour rester, en fait, tu l'avais déjà, quoi. Enfin, moi, Ouais. c'est ce qui m'est arrivé sur mon parking, c'est ce qui m'est arrivé quand je me lève le matin, que je fais. Tu sais, j'ai un truc vraiment con, mais con. C'est que tous les matins, je fais mon café, tu vois. Et mon café, c'est du café en grains que je mets dans un moulin, et tu sais, je le moue moi-même, Ouais. et je fais bouillir mon eau à 85 degrés, je le verse dans ma tasse, c'est déjà un rituel de création du café. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la liberté, tu vois. N'importe qui peut le faire, c'est un salarié. Sauf comprends, que il n'a pas le temps le matin, C'est vrai. il a même pas le temps de se poser la question de ce qu'il voudrait Prendre son faire. temps le matin, c'est génial. Ça, c'est un truc. Ouais. Donc c'est simple en fait la liberté. Si Ouais. Enfin, c'est simple. Il m'a fallu 10 ans pour arriver à un truc comme ça, et toi, il t'a Ouais. fallu moins de temps, mais c'est une valeur qui évolue en fait au fil du temps. Ouais. Comment est-ce qu'on l'incarne Ouais, ça, mais à partir du moment où tu arrives à te sentir libre, à sentir que tu peux faire ce que tu veux, que tu as le potentiel de le faire, c'est cool, tu peux vivre la vie que tu veux. Il y a des mecs qui choisissent de faire la course à l'argent, d'autres qui choisissent de vivre dans une Ouais. ferme avec leurs moutons. Ah, c'est ça en fait, c'est cool. Dernière question avant de clore cette interview. T'es parti de zéro, tu connaissais personne dans le milieu en tout cas. Enfin, t'es Ouais, allé dans les le milieu, rencontrer, ouais. mais dans le milieu du marketing et de l'entrepreneuriat web à la base, t'es pas né, t'es pas le fils de Il y avait Christian Godefroy. pas- Il y avait Il y en avait personne. quand même pas beaucoup à l'époque, il faut dire. Hein, En France, ouais, il y a pas beaucoup, c'est sûr. Ouais. À quoi t'expliquerais ta réussite, le truc fondamental? Est-ce qu'il y a un truc où tu pourrais dire j'ai réussi grâce à ça? Alors, Compliqué, hein. ouais, c'est pas facile. Euh, j'ai suivi des gens qui m'ont mis sur la voie. Donc du Et, mentoring un peu. ouais, et surtout, il y a un truc, un élément qui pour moi était très important, c'était l'habitude quotidienne, notamment le contenu quotidien, d'une part, et l'habitude en termes de lancement de produits. C'est très pragmatique hein, que je vais te donner. Donc là, c'est vraiment adapté au marketing, ouais. Ouais, ça va peut-être te décevoir, mais Non, non, on peut faire des liens avec n'importe quoi en fait. C'est juste la régularité. C'est c'est ce que j'attendais. le contenu quotidien. Moi, je conseille énormément de gens de faire du contenu tous les jours, faire des vidéos par exemple tous les jours. Je sais que ça peut paraître du gros travail pour beaucoup de gens et ça l'est. Mais pour moi, c'est le seul moyen de tenir sur la durée. C'est bizarre, hein, parce que les gens vont se dire ouais, mais il faut en faire moins, comme ça tu t'économises tes efforts, mais ça marche pas comme ça. C'est comme un muscle, c'est comme si toi tu disais non, il faut que tu ailles moins à la muscu parce que faut que tu économises tes muscles si tu veux. Non, tu sais qu'il faut que tu ailles beaucoup si tu veux prendre des muscles, bon, tu sais mieux que moi. Mais je pense qu'il n'y a pas photo, mais voilà, en fait, Il y a un juste milieu quand même. pour moi, c'est vraiment la régularité et surtout le moment où en termes de chiffre d'affaires ça a décollé, c'est le moment où je me suis dit bon, t'arrêtes de lancer une formation quand on a besoin, c'est-à-dire quand tu es à découvert. À partir d'aujourd'hui, tu lances une formation toutes les 2 semaines, tous les 15 jours. Quoi qu'il arrive, même si celle d'avant a cartonné, et à chaque fois tu donnes le meilleur, et à chaque fois tu essaies de faire un best-seller. Et à partir de ce moment-là, ça a été linéaire, mais complètement... ça fait que monter, ça n'a jamais baissé. Là, on parle de formation, de vidéo. Je pense que ce que tu dis, ça s'applique absolument à tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut atteindre un niveau, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat ou
que sais-je, n'importe quoi. En fait, c'est la constance, vraiment. Mm. Moi, j'ai la même chose, c'est-à-dire que, pareil, quand j'étais à découvert, je sortais une formation, ça me remontait, Ouais. et Ouais. j'arrêtais. Et Et puis, c'est vrai depuis que que ça je suis crée de constant, l'anxiété, c'est pas super ça, tu c'est horrible. Et puis, depuis que je suis constant, enfin, c'est même pas linéaire. Je pense que vois. Ouais. c'est Ah une bah, tendance vraiment ça peut exponentielle. être Ouais. exponentiel. Et j'ai interviewé aussi non, j'ai discuté, j'ai mangé avec Maxence Rigotier, tu dois connaître, Ouais. qui vient de la ferme et qui fait aujourd'hui 100 000 euros par mois, donc encore plus haut. Et pareil, sa réponse, c'est la constance, tu vois. Ouais. Donc, j'espère que ça vous sert. C'est une leçon que j'ai compris il y a pas longtemps. Toi, tu penses que tu l'as compris il y a déjà plus longtemps. Ça fait 2 ans peut-être que tu es vraiment constant. Ouais. C'est ça, à peu Ouais. près 2 ans. Je t'ai vu, on avait mangé ensemble hein, Oui, c'est vrai. il y a 2 ans et demi, quelque chose comme Ouais. ça, avant Ouais. que tu grossisses comme ça. Moi, j'ai pas grossi comme toi. Et la différence, honnêtement, enfin, sans aucun jugement, il n'y a pas de talent. Enfin, faut arrêter que les gens croient que Ah certaines oui, non, personnes aient non, un talent plus haut que l'autre ou sont plus intelligents ou quoi que ce soit. C'est la constance. Et tu fais partie peut-être des 0,1% de gens constants, en fait, tout simplement. Mm. Et qui abandonnent pas. Ouais. Et puis après, j'ai plein de techniques marketing, faut pas se mentir. Bien sûr, bien sûr. J'ai des paliers, je t'ai dit que c'était linéaire, c'était pas vraiment. En fait, c'était linéaire, mais à chaque fois, j'ai eu des paliers. Je restais Ouais. bloqué à un certain chiffre d'affaires. Et à chaque fois, je trouve une grosse technique marketing, je la lance et boum, je passe au palier suivant. C'est le savoir-faire après que tu vas Le apprendre. marketing, ça fait pas tout. C'est-à-dire que si t'as pas de produit, le marketing ne sert à rien. Mais le marketing, ça a quand même un puissant effet multiplicateur. Et tu dis, tu as beaucoup grossi. En vrai, j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, mais sur mes vidéos, il y avait 2000 personnes qui les regardaient. Donc 100 000 abonnés, ça veut rien dire. Tu as 2-3 vidéos qui marchent bien, les gens ils s'abonnent facilement. C'est facile. Enfin, tu vois, il y a 1 million de façons d'avoir 100 000 abonnés. Ça veut pas dire que tu as un vrai business. Ça veut pas dire que ça marche. Ça veut pas dire que tu as du succès. Moi, ma métrique, ça a toujours été la valeur que je pouvais apporter aux gens qui est mesurée par le chiffre d'affaires, concrètement. Et forcément, pour moi, le chiffre d'affaires, ça révèle quelle valeur je peux apporter aux gens, ça révèle le succès de mes formations, c'est les points de mon activité, c'est les points du jeu, quoi. Et donc mon objectif, forcément, c'est d'en avoir le plus possible sans sacrifier les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est de faire ce que j'ai envie de faire, de pas travailler trop. D'être éthique, la liberté. Ouais, enfin tous mes trucs qui comptent pour moi, quoi. Et qu'est-ce que je sais plus où je voulais en venir. Et oui, donc j'ai eu des paliers. Et quand même, le marketing, c'est un puissant accélérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plus de vidéos YouTube, je fais plus de podcasts. La seule chose que je fais, c'est que j'envoie un email par jour où j'aide les gens à conquérir leur liberté. Et j'ai quoi? J'ai 6000 abonnés à mes mails, tu vois. 2000 ouvertures par mail, c'est pas énorme. Et c'est pas énorme. c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est rien. Les gens pensent à YouTube 100 000 abonnés, mais en vrai, j'ai rien du tout. En mail, j'en ai 50 000. 6 000 abonnés. Donc, Bah, voilà. ouais. Et ben, j'ai atteint des paliers de chiffre d'affaires que j'avais jamais atteint de ma vie avec ces 2000 ouvertures de mails par jour. Mais alors, pour un gars qui est dans le business, c'est incroyable. Encore une fois, j'envoie des emails tous les jours. Ouais. Et il y a une relation qui est très particulière avec les gens. Et c'est pas des mails écrits en 3 secondes avec 3 lignes en mode j'envoie une promo, tu vois. C'est des mails qui sont construits où j'essaie d'apporter de la valeur aux gens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut les retrouver tes mails. Ils sont pas transcrits parce que c'est déjà écrit, mais ils sont disponibles sur ton blog en fait. J'ai vu qu'il y avait les mails et on peut s'inscrire justement pour recevoir les mails, alors, etc. Moi, je conseille aux gens de s'abonner aux mails parce que sur le blog, il n'y a pas tout, il n'y a pas les images. J'ai pas trouvé le moyen d'afficher les images sur le blog parce que j'ai un système automatique en fait. Je fais avec Zapier, il n'y a pas le HTML, il n'y a rien en gras, y a pas... donc c'est pas top de regarder sur le blog. Le mieux, c'est d'aller sur le blog, de s'inscrire à la mailing list via le blog et ensuite de recevoir les mails tous les matins à 9h. Voilà. Donc le blog, c'est quoi? AntoineBM.com. Donc on mettra le lien dans la description si vous voulez suivre Antoine, donc chaîne YouTube, quoi que si tu fais plus de vidéos, mais quand même. On peut aller voir, j'ai pas mal d'anciennes vidéos. Ouais, il y a pas mal de vidéos, donc chaîne YouTube, le blog, inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez suivre. Alors ça va s'adresser, faut aimer la liberté, donc si vous avez la valeur liberté, et il faut aimer quand même le digital, le marketing, si vous voulez vous lancer sur Internet. Suivez-le, je vous encourage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Merci beaucoup. Merci à toi Antoine. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez suivre Antoine, vous avez tous les liens dans la description, même si tu veux m'en donner d'autres après, moi je les mettrai dans la description. Donc vraiment allez voir la description si vous voulez suivre, voir les différents endroits où vous pouvez suivre Antoine. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à réagir en commentaire et à partager cette vidéo avec vos proches si jamais vous pensez que ça peut les intéresser. Et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci. Merci à toi, à la prochaine. Salut.